Bien, bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, donc merci à tous d'être aujourd'hui avec nous. On va vous présenter un webinaire sur les 10 bonnes pratiques pour une application de santé performante. En introduction, je voudrais remercier Marie-Pierre, avec qui on a préparé ce webinaire, Aurélie également, qui ont été d'une aide très précieuse pour préparer ce webinaire, et Guillaume, avec qui on va vous faire un retour d'expérience, enfin des retours d'expérience sur 2 applications mobiles qui ont été développées. Alors, pour me présenter, moi je suis Alexis Trancard, je suis directeur conseil à Calliope. Je vais présenter Calliope après rapidement. J'interviens dans les phases en amont des projets et dans la réalisation des projets et la maintenance des projets. Et moi, je suis Guillaume Montagu, je suis sociologue. Je m'occupe particulièrement de la pratique recherche chez Unknowns. Alors, Unknowns, c'est quoi? C'est du coup un studio d'innovation qui aide ses clients à identifier, concevoir et lancer en fait des nouvelles propositions de valeur qui alignent les intérêts de tous. Donc, notre travail, c'est bien d'aider, on va dire, nos clients à lancer du coup une nouvelle proposition de valeur, un nouveau business, un nouveau produit, un nouveau service. Du coup, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas, on va dire, de la partie production, du passage à l'échelle de ces solutions-là, mais surtout, en fait, on s'attache à ce que ces nouvelles propositions de valeur, elles alignent bien les intérêts à la fois de nos commanditaires, mais aussi de leurs parties prenantes, en particulier de leurs propres clients ou de leur propre public. Et ça, on le fait avec l'aide de 3 disciplines qui sont les sciences sociales, le design et la technologie, et particulièrement les sciences sociales qui nous aident à bien comprendre en profondeur les besoins, on va dire, des personnes et les situations de vie dans lesquelles elles opèrent. Hein. Et c'est ça qui nous permet, on va dire, de bien comprendre, on va dire, leurs besoins, leurs problèmes, et qui nous permettent de sortir et d'identifier des opportunités d'innovation, alors qu'ils peuvent prendre la forme de produits, d'offres, de services. C'est à partir de ces opportunités qu'on va concevoir des solutions, des expériences nouvelles pour pouvoir les mettre en œuvre à petite échelle et d'abord les tester. Et c'est ça qui va nous permettre de lancer ces nouvelles propositions de valeur. Alors, en santé, la santé, c'est un secteur dans lequel on travaille depuis maintenant un certain nombre d'années. On a pas mal d'expérience. On a réalisé, je crois, plus d'une dizaine d'études dans plusieurs pathologies qui sont des rhumatismes inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrite juvénile idiopathique, des maladies inflammatoires neurologiques comme la sclérose en plaques ou la neuromyélite optique, des maladies oncologiques comme le lymphome diffus à grande cellule B ou encore les cancers bronchiques. Et ça nous a amené à rencontrer pratiquement plus de 150 personnes, donc que ce soit des patients, mais également des professionnels de santé, et notamment beaucoup de médecins de différentes spécialités. Et à partir de l'ensemble de ces études et ces enseignements et de ces projets, on a pu se forger un certain nombre de convictions sur des sujets de santé, notamment sur l'observance des traitements, sur la condition de médecin hospitalier et sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui à prendre soin de lui, ce qu'on oublie assez souvent, sur les aidants et également sur les parcours de soins. Et nous avons réalisé, et le projet sur lequel on va faire un retour d'expérience aujourd'hui, c'est celui de l'application eBoot, donc, qui est le fruit de notre association avec la Société française de rhumatologie, et qui est un outil qui est à destination des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique et pour les aider dans leur vie avec la maladie et leurs traitements qui sont des traitements immunosuppresseurs. Voilà. Voilà, un mot sur Calliope. Notre métier à nous, c'est vraiment le digital, identifier les bénéfices que le digital peut apporter, puis accompagner nos clients et délivrer des solutions à valeur ajoutée. Concrètement, on a un domaine d'activité qui est assez large et des clients qui sont assez larges. Là, j'ai mis en avant quelques clients, les principaux clients santé, des labos pharma, mais ça peut être aussi Santé publique France, pour qui on réalise tous les sites de prévention, les manger-bouger, les mois sans tabac, etc. La Fédération française de gym aussi, qui a un programme de coaching. Donc, pour moi, c'est vraiment assimilé santé, bien-être, un programme de coaching de ses adhérents. Et pour ces clients-là, on intervient sur différentes expertises, on va dire, techniques. Ça peut être du e-commerce. Il y a Power Santé. On a également mené une pharmacie pour qui on est capable de faire du retail, donc du commerce en ligne. De l'IoT. Alors l'IoT, c'est Internet of Things, c'est des objets connectés. On est capable donc on a une expertise sur tout ce qui est connexion d'objets, donc dans les smart cities, l'industrie, mais ça peut être aussi dans les domaines de la science médicale.
La mobilité, donc c'est le sujet qui va nous concerner aujourd'hui, puisqu'on va parler d'app compagnon, donc d'applications mobiles, de PWA, voilà, c'est des choses qu'on sait fabriquer, concevoir et fabriquer, et expériences dans lesquelles on regroupe toutes les plateformes digitales web qui peuvent aller de l'usine à site à gros trafic jusqu'à la réalisation de plateformes sur mesure pour digitaliser des services, quoi. Notamment pour Biogène, on travaille sur une digitalisation, leur organisation de congrès, séminaires, événements à usage interne. Et donc, on digitalise tout le processus au plus proche des utilisateurs. Voilà. Et cette chaîne de valeur, on l'adresse sur la partie conseil, expérience, technologie, quoi. Donc, vraiment ce que je disais au début, tout le spectre de compétences. L'app dont on parlera aujourd'hui, elle s'appelle Cléo. C'est une app qu'on a développée pour Biogène. C'est une app qui est inspirée des apps de coaching bien-être. Donc, Biogène avait la volonté de sortir du terrain médical pour parler pour quand même traiter en profondeur le domaine médical de la sclérose en plaques, qui représente 75% de l'activité du labo, et de vraiment avoir un angle auprès de ces patients, de dire on va vous traiter comme si vous étiez des personnes comme les autres, quoi, et vous êtes d'ailleurs des personnes comme les autres, et on va vous proposer vraiment une interface qui reprend tous les codes d'app de coaching sportif, nutrition, etc. Donc on va retrouver du coaching santé, sportif, nutrition dedans, donc sous forme de vidéos, des programmes vidéo. On va retrouver également toute une section d'information qui va être de l'information personnalisée en fonction du type de sclérose en plaques que le patient a. Et on va également proposer toute une partie de tracking d'activités pour mieux comprendre ce qui se passe dans le quotidien du patient, mieux comprendre son état de fatigue, son état d'activité, parce que la maladie est très influencée par ces paramètres-là, et permettre derrière de générer des rapports qui vont être remis lors des consultations avec les neurologues et donc devenir un véritable outil pour le neurologue et pour travailler avec son patient. Et puis, il y a un quatrième point qui est essentiel dans cette app, c'est le chat qui permet aux patients de discuter en temps réel avec une nurse, une infirmière qui va répondre aux questions entre 9h et 17h, qui est formée pour répondre aux questions et qui va accompagner vraiment le patient de façon tout à fait spécifique. Voilà, cette app, il y a plus de 100 000 utilisateurs actifs dessus. Elle a été déployée en première version en 2017 sur la France et ont suivi 14 pays supplémentaires. Donc aujourd'hui, on a 15 pays déployés en 3 ans. Donc c'est un retour d'expérience inouï pour nous. Voilà, c'est une chance extraordinaire qu'on ait travaillé sur cette app qui figure parmi les apps de coaching santé les plus en vue. On a fait 2 fois la slide. Pour comprendre un petit peu le domaine de compétences Nose et Calliope, voilà, bien dire que Nose intervient vraiment dans l'amont du projet, dans la compréhension du besoin, et avec Guillaume, voilà, qui a un profil de sociologue. Moi, je suis ingénieur informatique. Guillaume est sociologue. Moi, je travaille avec des UX designers aussi. Guillaume travaille avec des UX designers, et vraiment, ensemble, on arrive à couvrir toute la chaîne de valeur qui font la réussite d'une app de coaching santé. Et c'est pour ça qu'on trouve intéressant de faire ce webinaire aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'on a 2 pratiques tout à fait complémentaires, comme tu le soulignes. Voilà. Donc, voilà, on a 10 bonnes pratiques, donc on va commencer par la numéro 1. La numéro 1, alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez à côté du chat, là, vous avez un onglet questions. Voilà, vous pouvez poser vos questions ici. Ça sera plus facile à traiter que si vous les posez dans le chat. Et puis, en fonction des questions, soit on répondra en direct, soit si on sent que la question mérite plus de temps, on la gardera peut-être pour la fin pour nous permettre de mieux maîtriser notre timing, quoi. Donc, on va parcourir 10 points. C'est assez vaste. C'est retour d'expérience sur 3 ans. Donc, de fabrication, de conception-fabrication. Donc, ça peut paraître un peu abrupt, mais il faut que ça reste encore des choses simples, je pense. On va essayer de rendre ça très simple. Alors, la première pratique, Guillaume, c'est d'associer le patient tout au long des étapes du projet. Oui, tout à fait. Alors, comme tu dis, effectivement, aider les patients à mieux gérer leur santé pour qu'ils en soient pleinement acteurs, c'est toujours un peu bizarre en fait de le dire parce que ça paraît souvent, on va dire, évident pour tout le monde. C'est qu'on pense connaître effectivement les besoins, alors particulièrement s'agissant des patients, on pense connaître les besoins des patients,
et leurs problèmes. Et surtout, en fait, les soignants pensent en avoir une connaissance a priori. Mais en fait, on s'aperçoit que ce sont plus compliqués que ça, et ce qu'on pense être leurs besoins ne sont pas forcément les besoins réels. Donc, il faut bien être capable de pouvoir identifier ce besoin, de le comprendre en profondeur, de manière à pouvoir définir quel va être le service rendu par l'application. Et ça nécessite d'aller un peu plus loin que ses propres préjugés ou sa connaissance a priori, et ça nécessite d'aller comprendre en profondeur leur situation de vie quotidienne avec la maladie, les dilemmes pratiques qui peuvent se poser avec le traitement, comment ils font concrètement avec tout ça dans leur vie. Et ça, on s'en est rapidement rendu compte quand on a travaillé sur eBoot, c'est qu'en fait, on avait les rhumatologues, les médecins qui pensaient que les patients, ils avaient peur de leur traitement. Et puis en fait, on s'est aperçu, nous, en fait, que c'était tout l'inverse. Et donc ça, du coup, ça a été en quelque sorte une manière de redéfinir du coup quel était vraiment le problème à résoudre et du coup quel devait être le service rendu par l'application. Donc ça, c'est une première étape, c'est de bien circonscrire le besoin. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'une fois qu'on a bien compris le besoin, on va dire, des personnes, il faut aussi aller l'associer dans la conception de manière à pouvoir s'assurer du coup que ce qui est designé au fur et à mesure répond bien du coup au problème et peut être facilement approprié. Et il me semble que c'est ce que vous avez fait aussi sur Cléo, Alexis, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur Cléo, il y a vraiment une démarche de recruter un panel d'utilisateurs qui accompagne le projet tout au long. D'ailleurs, c'est un panel qui peut tourner. Et il tourne. Il a été en fait sourcé, il a été recherché en consultant les associations de patients, associations des patients atteints de la sclérose en plaques. Et du coup, on a puisé dans ce panel-là des utilisateurs pour faire la conception. Donc, la conception, c'est l'observation que tu as décrit tout à l'heure. Mais c'est aussi derrière la réalisation de prototypes. Donc, ce sont des maquettes qu'on va pouvoir tester sur des applications mobiles sans qu'elles soient complètement sur des interfaces mobiles, sans qu'elles soient développées pour autant, et qui permettent de corriger les erreurs qui auraient pu être faites, les erreurs d'interprétation qui auraient pu être faites, en les mettant dans la main des patients directement. J'ai un exemple tout bête. L'app Cléo, au début, elle commençait par quel est votre type de sclérose en plaques que vous avez contracté. Et il y a eu des utilisateurs qui ne savaient pas et que ça a fait fuir finalement, ça a fait paniquer en disant je ne sais pas quelle sclérose en plaques j'ai. Ça crée de l'anxiété. Finalement, ils n'ont pas été plus loin. Donc voilà, ce genre de test en sortie de conception, ça permet de valider les conceptions. Puis une fois que c'est fait derrière, on peut lancer le développement. Donc la motorisation, mettre le vrai code informatique derrière pour que ça puisse fonctionner, puis là retester avant de déployer l'application. Et là encore, il y a toujours des ajustements qui sont intéressants à faire, quoi. Voilà. Ça pose la question, en fait, dans la phase de conception, ce que nous disent les utilisateurs, est-ce que c'est réellement ce qu'ils pensent? Comment arriver à interpréter entre l'expression de besoin et le comportement? Ça nous amène sur le point 2, finalement, qui est vraiment de l'étude des pratiques, plutôt que les discours. Alors du coup, ce que disent les patients reflètent-ils réellement leurs besoins en matière de santé? Du coup, en fait, la réponse est souvent non, parce qu'en fait, il y a plein de choses que les gens ne disent pas, ni à leur médecin, ni quand ils s'expriment spontanément sur des forums, dans un sondage, etc. Aussi parce que les gens mentent et que c'est tout à fait normal de mentir. Un monde dans lequel on ne pourrait pas mentir serait un monde complètement invivable. Et ils mentent pour différentes raisons qui sont les leurs, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, en fait, pour arriver à dépasser en quelque sorte ce problème qui est lié au discours, au fait que le discours en fait ne reflète pas forcément la réalité, c'est qu'il vaut mieux s'intéresser aux pratiques. Il vaut mieux s'intéresser aux pratiques, aux comportements, parce que, et au moins, il y a une vérité plus tangible, entre guillemets, dans ces pratiques, qu'on étudie notamment grâce à l'ethnographie, qui est une des techniques d'enquête des sciences sociales et qui permet vraiment d'accéder, du coup, à cette réalité des comportements. Et donc, par exemple, on s'est rendu compte que, du coup, les patients, on va dire, dans la manière de prendre leur traitement, on va dire, avaient beaucoup de bricolage, de décalage de prise, de changement de dose et tout un tas de pratiques, on va dire, qu'ils faisaient, qu'ils ne disaient pas à leur médecin, voire qu'ils cachaient à leur médecin, et auxquelles on peut accéder et qui permet de comprendre, du coup, entre guillemets, la cuisine que fait le patient à son domicile avec son traitement. Et en fait, de se rendre compte de ces pratiques-là, ça permet de se positionner en fait par rapport à ça. Ça permet de se positionner en se disant, est-ce que ces pratiques-là, on veut les guider, on veut les encadrer, est-ce qu'on veut les favoriser, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Ça, c'est des choses qu'on peut faire et qui sont très importantes en fait quand il s'agit de concevoir du coup une application, enfin dans la conception, parce qu'en fait, c'est des usages déjà existants sur lesquels en fait on doit prendre des décisions. Mais par exemple, on a l'ethnographie, c'est un moyen, on va dire, d'étudier les pratiques, mais il y a d'autres moyens, notamment aussi des données de navigation objective. Et il me semble ici c'est quelque chose que vous avez beaucoup utilisé sur Cléo. C'est ça, au même titre que tout ce que tu viens de décrire. Il y a une source de données qui est absolument essentielle, c'est l'analyse du trafic
donc des logs. Ça va consister finalement à mettre des sondes dans l'application, dans un mode anonyme, parce qu'on a le respect RGPD à faire, et puis particulièrement avec les données de santé. On va mettre des sondes et on va, derrière, pouvoir interpréter, comprendre, analyser et interpréter les parcours utilisateurs. Donc finalement, on appelle ça l'expérience map. C'est par où rentre l'utilisateur, où est-ce qu'il y va, comment il y va, et est-ce qu'il est bien dans sa navigation pour y aller, quoi. Et ça, avec les chiffres, on est capable de le savoir en regardant les temps de pause sur les écrans, en regardant les différents points d'entrée pour arriver à un endroit. On a plusieurs points d'accès à un endroit, et là, on est vraiment dans l'analyse très, très fine de l'ergonomie. Et une fois qu'on a ces informations-là, on peut identifier des points de tension, des points de rupture ou des points où on a l'impression que ça se passe bien. Et ça permet de guider derrière des ateliers dans lesquels on va mettre les utilisateurs en observation sur des choses qui existent déjà en leur disant, bon, ben, vous allez essayer de saisir un tracker sur votre activité, ou aujourd'hui vous vous sentez fatigué, vous allez votre application. Donc on leur donne des scénarios, des mises en situation, ou alors ils font leur propre mise en situation. Et derrière, on va pouvoir observer comment ils y arrivent, et avec ces datas-là, corroborer les deux pour trouver derrière, innover. En fait, c'est une source d'innovation pour aller chercher des nouvelles pistes d'amélioration et développer des nouvelles fonctionnalités, ou améliorer des fonctionnalités existences qui seraient finalement mal utilisées, qui n'apporteraient pas satisfaction, qui seraient mal intégrées dans le quotidien, quoi. Parce que finalement, l'important, c'est de s'intégrer vraiment dans le rituel du quotidien. Ça nous amène dans la partie 3. Voilà, comment intégrer l'usage. Oui, tout à fait. Alors, tu disais effectivement comment on intègre l'usage d'une application dans le quotidien des patients. En fait, il y a une réponse qui est assez évidente par rapport à ça, c'est qu'il s'agit de bien comprendre, là encore, comment les patients vivent leur maladie et du coup, quels sont leurs rituels liés à cette maladie. Et donc ça, notamment, on s'est aperçu, nous, quand on a travaillé sur eBoot, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de rituels qui étaient liés au traitement. Donc ça, par exemple, les traitements de la polyarthrite rhumatoïde générale, enfin une partie des traitements de la polyarthrite rhumatoïde sont des traitements qui se prennent par voie injectable. Donc en fait, c'est des injections que les gens se font à leur domicile, et ça se fait toujours un peu on s'est rendu compte que ça se fait toujours un peu de la même manière. C'est-à-dire que il y avait un cadre assez défini, c'est généralement dans une pièce intime de la maison. La personne peut être seule ou accompagnée du coup de son conjoint, et il y avait voilà une ritualisation qui se faisait sur cette prise de traitement. Et du coup, en fait, une bonne manière, en tout cas, de pouvoir intégrer l'usage ou essayer de créer un usage à partir des situations de la vie quotidienne, c'est de comprendre ces rituels, se dire qu'en fait, ces rituels, se rendre compte que c'est aussi un bon moment pour parler aux patients, pour permettre un usage, parce qu'en fait, on est sûr que c'est un moment qui est consacré à la maladie. Et donc, se caler sur le rythme d'administration des traitements, c'était un enjeu assez important pour nous, pour eBoot. Du coup, en fait, ça a amené à la question de comment on arrive à se caler, on va dire, sur ce rythme d'injection. Et donc, ça nécessitait pour ça de paramétrer les rappels de traitement, paramétrer les notifications en rapport à cela. Et donc, du coup, il y avait pour nous un sujet d'arriver à rendre cela aisément paramétrable, parce que le rituel, même s'il est régulier, s'il est un peu toujours le même jour de la semaine, il ne se fait pas forcément toujours à heure fixe. Donc, il s'agissait d'être juste et de permettre aussi aux patients de pouvoir réajuster simplement. Et donc, c'est ça, oui. Et à partir du moment où finalement on vient se poser dans le quotidien de l'utilisateur, on vient vraiment se mettre juste à côté de lui et que finalement on lui propose un assistant, il faut que cet assistant, ça soit un assistant de confiance sur qui on puisse entièrement se reposer. Et là, il y a un risque qui est technique, en fait, tout simplement, puisque dans le cas de la prise de médicaments, ou dans le cas je pense que la prise de médicaments, c'est le cas le plus important, le plus à prendre en compte, parce que manquer une prise de médicaments, ça a des conséquences lourdes. Et si on manque une prise de médicaments à cause d'une défaillance de l'application du téléphone, c'est extrêmement grave. Et les défaillances, malheureusement, ça arrive. Sur application mobile, ça arrive même fréquemment. Puisque techniquement, que vous soyez sur un Android ou un téléphone iOS, vous aurez des systèmes qui sont complètement différents. Et ça va même au-delà de ça, selon la version du système d'exploitation qui est installé dessus, selon la version de votre téléphone, selon même l'opérateur par lequel vous passez, que ce soit SFR, Orange, Bouygues ou quoi qu'est-ce, vous aurez une délivrabilité de notification qui ne sera pas égale. Ça peut aussi dépendre de l'état de votre téléphone au moment donné. Si votre téléphone n'a plus de batterie, par exemple, ou il est en batterie faible, en dessous de 12%, le comportement du téléphone ne sera pas le même qu'avec une batterie complètement chargée. Et donc, certaines des notifications pourront ne pas être délivrées. Donc voilà, donc c'est un point qui est important, c'est que
nécessite une attention particulière et une expertise au niveau du mobile de pointe, puisque finalement, un message qui n'est pas délivré, c'est absolument critique. Donc, on l'a vu, on l'a vu sur Cléo. On l'a connu en plus dans 15 pays, donc avec des quantités de configurations extraordinaires, de nombre de téléphones différents et d'opérateurs qu'on ne connaît pas forcément. Hein. Les opérateurs polonais, on ne les connaît pas forcément. Et du coup, tout ça est passé par un système d'analyse, encore une fois, du parc de téléphones de nos utilisateurs et de test des notifications et de tracking de la délivrabilité des notifications. Et c'est un indicateur qui est suivi en temps réel et qui est dans le top des priorités et qui peut bloquer tout le développement d'une nouvelle fonctionnalité si on se rend compte qu'on a des problèmes à ce niveau-là. Là, tu parlais, Alexis, du coup, des notifications qui partent pas toujours, alors qui sont effectivement, tu l'as souligné, particulièrement sensibles s'agissant des rappels de prise de traitement. Mais il arrive aussi qu'en fait, les notifications parfois évidemment s'empilent de manière complètement intempestive. Alors du coup, en fait, face à cet envahissement parfois des notifications, du coup, comment on fait pour pas être trop intrusif? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement, et là encore, c'est de jouer avec les codes des applications qu'on utilise tous les jours. Hein. Je pense à WhatsApp qui est largement utilisé. C'est d'avoir la possibilité de régler les notifications typiquement par canaux. La posologie, c'est un canal de notification. Celui-ci, il est fort. Donc, effectivement, si on le désactive, il faut mettre des alertes dans tous les sens, envoyer un email, mettre des warnings dans tous les sens pour dire attention, vous avez désactivé l'alerte de posologie. Donc, maintenant, c'est à vous de vous débrouiller pour prendre vos médicaments. Et ça peut être aussi d'avoir des stratégies. Si j'ai un canal qui me pousse une notification quand j'ai un nouvel article, quand j'ai une nouvelle vidéo, quand j'ai un nouveau message sur mon chat ou quand j'ai un médicament à prendre ou quand il est temps d'aller mettre un reminder en place, voilà, d'avoir un algorithme avec une hiérarchisation de tout ça pour éviter de se retrouver avec 4-5 notifications et finalement d'avoir un niveau d'intrusion qui devient complètement inacceptable. Donc, vraiment avoir une logique de priorisation dans l'envoi des notifications. Et là, on touche à des domaines de la market automation, voilà, qui sont connus des agences digitales, mais qu'il faut prendre en compte dans ce type d'application. Et puis également, dans l'ergonomie, être capable de prendre l'empilement des notifications. Là encore, c'est des gestions qui sont différentes sur iOS et Android. Donc, c'est des aspects qui sont très techniques, mais qui font toute la différence dans l'utilisation d'une app et dans son intégration et surtout dans son niveau d'intrusion. Parce que dès lors qu'on ne prend pas ces paramètres en compte, on a un niveau d'intrusion qui devient complètement inacceptable et à ce moment-là, on n'a plus du tout l'adhésion de l'utilisateur qui va tout simplement désinstaller l'app. Et chaque utilisateur qu'on perd sur une app comme ça, c'est une grande défaite. Mais bon, tout ça, c'est de la technique, ça va bien au-delà. Il y a un enjeu psychologique, cognitif, Guillaume, je crois, qui est très important et qui se décline à d'autres niveaux. Oui, parce que tu parles d'intrusion, mais l'intrusion, enfin, en l'occurrence, à l'occasion des notifs, mais l'intrusion, en fait, c'est pas que les notifs. Surtout quand on parle évidemment de sujet de santé, pardon, et qu'on parle de maladies, et notamment, il y a une grande part des fardeaux des maladies chroniques qui est d'être rappelé, soit en tant que malade, à sa condition de malade. Donc, d'avoir ce rappel constant de la maladie et d'être rappelé qu'on est malade, c'est aussi une grande part, on va dire, du fardeau et de la maladie et des souffrances qu'elles peuvent engendrer. Et l'application, entre guillemets, enfin, si, non pas entre guillemets, mais du coup, l'application, elle ne doit pas, entre guillemets, prendre à l'utilisateur plus d'attention que nécessaire. Elle ne doit pas le rappeler à sa condition de malade, surtout qu'elle doit, en fait, si son objectif c'est bien de l'accompagner avec sa maladie, elle ne doit pas constamment lui rappeler que le patient est malade. Donc ça, pour Reboot, ça a été au cœur de notre démarche. On s'est aperçu, en fait, que contrairement à ce que pensaient certains médecins, les patients, ils ne veulent pas oublier leur maladie. Ça, non, en fait, mais ils ne veulent pas non plus être rappelés constamment à leur condition de malade dans toute leur situation de vie. Et donc, ça, on s'était aperçu que c'était une fonction des rituels qu'ils mettaient en place, c'était d'arriver à circonscrire la maladie à sa portion, on va dire, acceptable, en tout cas à celle que les patients sont prêts à lui donner. Et donc, l'outil, on l'a vraiment conçu comme un moyen d'aider les gens à vivre avec la maladie et pas un truc qui va leur rappeler constamment leur maladie. Mais ça dépend aussi évidemment de l'objectif qu'on se fixe initialement pour le projet, avec les parties prenantes et qui peuvent, ces différentes parties prenantes, avoir des enjeux différents. Effectivement, dans la construction et dans la vie d'un projet, il y a plusieurs parties prenantes. On va avoir l'éditeur, le sponsor, le porteur de projet, on peut l'appeler. C'est vraiment celui qui a l'idée, qui va porter le projet et qui doit travailler avec des savants. Ça peut être les savants qui sont eux-mêmes porteurs de projet. Hein, je pense à tous les projets des sociétés savantes. Mais les savants qui vont mettre tout le vernis médical qui est absolument indispensable. Les patients qui sont au cœur du sujet de l'app compagnon, et puis tous ceux qui vont réaliser. Donc là, on rentre dans les métiers du digital,
les UX designers, les product owners, tous ces profils-là qui vont faire la conception du projet. On parlait tout à l'heure des analytiques, donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et donc tous ces gens-là doivent être fédérés autour d'un objectif commun. Voilà. Et ça, c'est très important, Guillaume. Oui, et puis un objectif commun qui prenne en compte la réalité des patients et pas le monde rêvé ou pas une projection du monde des patients à partir de son expérience à soi. Parce que du coup, les patients, ils vivent du coup enfin, le monde, on va dire, réel. En fait, dans le monde réel, les patients, ils n'ont pas forcément l'équipement dernier cri, ils font pas tout sur le digital, comme le font aussi les porteurs de projets. Et donc ça nécessite aussi de sortir de son cas individuel et de ce qu'on imagine être finalement le monde idéal pour vraiment s'intéresser du coup aux conditions de vie et aux pratiques des personnes et partir de là pour pouvoir construire l'objectif commun. Et nous, on l'a observé parce qu'on a vécu, donc, on avait des monitoring très très précis de l'activité des utilisateurs et on a dû s'équiper finalement avec des téléphones beaucoup plus anciens que nos téléphones dernier cri de natif digital, parce que voilà, nous, c'est notre métier, donc on a tous des téléphones dernier cri, grand écran. On a aussi des facultés cognitives qui sont excellentes. Voilà, on n'a pas de problème de cognitif, de réflexion, on n'a pas de problème de handicap physique. Donc, c'est très, très difficile au quotidien de pouvoir se mettre à la place des patients qui n'ont pas forcément le même équipement. Et en fait, il faut être très humble par rapport à ça et toujours remettre en question la performance de l'app, la performance au sens, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est intuitive, est-ce qu'elle est simple, donc la simplicité de l'app, plutôt que la sursophistication, l'exhaustivité de vouloir absolument couvrir tous les cas. Et voilà. Du coup, tous les réflexes que peuvent avoir les porteurs de projets, les personnes qui vont réaliser l'app, de vouloir sursophistiquer au niveau expérience utilisateur, de sursophistiquer au point de vue couverture des règles de gestion des différents cas, et si jamais l'utilisateur est dans telle situation, comment il fera et tout ça, peut-être parfois rester un peu plus générique, au détriment de l'exhaustivité, rester un peu plus générique et un peu plus simple pour éviter de surcomplexifier l'application. Oui, ce que tu dis, c'est arriver à faire la synthèse effectivement des différents enjeux des parties prenantes en partant effectivement du quotidien des publics auxquels on s'adresse. Et ça, rester accessible et simple à eux, ça veut dire faire la synthèse. Mais faire la synthèse, ça veut dire aussi parfois créer de la friction. Et sur eBook notamment, on avait cet objectif de parvenir à améliorer la sécurité des traitements immunosuppresseurs. Et on s'était aperçu que les patients, parfois, ils pouvaient se mettre en danger avec ces traitements immunosuppresseurs. Ils pouvaient prendre des risques, se faire le traitement quand ils ne devaient pas. Et donc, pour l'enjeu, on va dire, pour les patients, c'était pour eux de ne pas oublier le traitement, mais parfois, du coup, ça comporte des risques. Et le challenge, du coup, qu'on avait, c'était de comment on crée le sursaut de conscience, on va dire, ce moment de réflexivité avant le passage à l'acte, pour permettre aux gens, du coup, de se poser la bonne question, de se poser la question de est-ce que c'est bien un moment dans lequel je peux prendre mon traitement en toute sécurité. Donc ça, c'était un enjeu assez majeur, hein, et ça constituait, en fait, à créer une friction dans le parcours, entre guillemets, et dans la vie du patient. Donc on a là jusqu'à présent beaucoup parlé de l'implication des professionnels de santé et des patients dans du processus de conception autour d'un objectif commun. Et à l'usage, là encore, en fait, il faut qu'on arrive à créer, entre guillemets, la juste rencontre entre les professionnels de santé et les patients. Et ça veut dire arriver à créer un outil qui soit utile aux deux, et donc créer un langage commun. Donc la question finalement suivante, sur le point 6, c'est comment faire d'une app compagnon un outil de relation entre patients et professionnels de santé. La réponse est bien en créant un langage commun. Et ça, pour être utile aux patients et aux médecins, il s'agit de comprendre du coup la relation soignant-soigné du coup qui est nouée entre le patient et le médecin, de voir évidemment qu'est-ce qui incombe à l'un et à l'autre, et de manière à pouvoir soutenir ces relations soignant-soigné et pouvoir l'outiller. Parce que du coup, si on fait un outil qui n'est qu'à l'usage du patient et qui prend en compte la relation avec le médecin derrière, en fait, on peut rater aussi des raisons d'adoption, en tout cas, on peut se créer des freins à créer un usage pérenne. Et donc, on voit que dans beaucoup de maladies chroniques, on s'aperçoit en fait que le patient il joue un rôle extrêmement important dans le suivi et l'évaluation de sa maladie. C'est-à-dire que dans certains cas, le patient, c'est un véritable baromètre, entre guillemets, des symptômes pour les médecins, alors que ce soit en termes de douleur, des poussées inflammatoires dans les rhumatismes inflammatoires chroniques ou dans la sclérose en plaques. Et cette dimension, elle est hyper importante, et c'est de ça qu'on est parti pour Reboot. On s'est inspiré quand on a fait la partie, les fonctionnalités liées à l'évaluation au suivi de la maladie. On s'est inspiré d'une pratique d'une patiente
qui, quand on l'avait rencontrée, nous avait montré, en fait, elle avait un petit calendrier en format A5 sur lequel il y a 6 mois de chaque côté, et elle coloriait chaque jour en fonction de son ressenti général, son état de santé général. Et ça lui permettait, quand elle allait en consultation avec son rhumatologue tous les 6 mois, de lui donner une vue d'ensemble de ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, en fonction des couleurs, de dire, bah, là, ça allait plutôt bien, là, j'ai eu un problème, là, j'ai eu une crise, et de pouvoir justement soutenir et mieux outiller le médecin. Ouais, c'est un truc qu'on a également fait sur Cléo, qui je pense est un incontournable dans ce type d'application, surtout lorsqu'il s'agit de pathologies où finalement on rencontre les médecins 2 fois, 3 fois par an, et on se retrouve dans une consultation où le médecin demande comment ça s'est passé les 6 derniers mois, ce qui est une appréciation qui est assez difficile à faire, et dans lequel le patient a tendance à raconter les 15 derniers jours plutôt que les 6 derniers mois. Donc le journal est indispensable, et l'ergonomie du journal l'est aussi. Sur Cléo, c'est une des fonctionnalités clés, le journal, dans lequel finalement il y a des systèmes de mise en avant qui nous permettent d'aller faire de la captation de sentiments, d'émotions, enfin de bien-être en général, et également aussi d'aller chercher des données avec des capteurs du téléphone. Donc ça peut être le comptage de pas, l'activité, l'accéléromètre, voilà. Mais ça peut aller aussi plus loin. Donc pour le moment, ça n'est pas le cas, mais c'est des choses qui sont de plus en plus envisageables maintenant avec l'avancée des technologies. On pourra envisager l'attention avec la caméra du téléphone, par exemple, sur la lecture, des choses comme ça, l'attention qui est portée sur l'écran. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont extrêmement précieux dans ces apps-là et où la technologie, de plus en plus, va permettre de faire des bonds en avant. Et il y aura toujours le problème du légal derrière et tout ça. Donc ça, c'est des points qu'on va voir après qu'il faut couvrir. Mais la technologie permet aussi de faire ça et donc d'avoir ce langage commun à la fois sous forme du déclaratif et sous forme aussi du tracking qui vont permettre de générer des rapports. Et là encore, ces rapports, faut qu'ils soient très bien conçus pour que et le patient puisse voir le rapport, le comprendre, l'analyser et le médecin puisse le recevoir, pourquoi pas à distance, directement, en temps réel, et faire le suivi de son patient, quoi. Voilà. Un autre point qui a été mis en place sur Cléo pour définir le langage commun et qui est super utilisé, c'est le chat qui permet de discuter avec une infirmière qui demande des ressources, des moyens humains. Oui, parce qu'il faut mettre une infirmière en face. Je dis infirmière parce qu'il se trouve que ce sont que des infirmières. Il n'y a pas d'infirmiers, donc là, en l'occurrence, des infirmières. Et ce chat en temps réel permet de répondre aux personnes avec un langage commun, c'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont préformatées et qui permettent d'avoir un back-office pour l'infirmière qui permet de savoir sur tel type de questions, tel type de réponse à avoir, et pour garder une certaine homogénéité, éviter de partir dans trop sur des choses qui seraient hors normes, parce qu'on est quand même dans un cadre médical sur lequel il faut être extrêmement précautionneux. Donc il y a des aides dans le back-office qui permettent de faire ça. Voilà. Et on est sur quelque chose de très touchy qui touche derrière au point 7 qui parle des données de santé et d'intérêt d'intégrer très vite finalement la composante juridique dans un projet comme celui-là. Donc, vous voyez, c'est quand même très vaste. On parle de l'utilisateur, maintenant on parle de générique. On essaie d'être assez exhaustif sur notre approche. Et dans la conception, c'est très important d'apporter le juridique. On l'a vu. Alors, sur eBoot, c'est pour une société savante. Donc, il y a moins d'exigences que peut-être sur Cléo, qui est une app qui dépend d'un labo, sur lequel il y a toute la compliance, qui est un processus qui est à respecter, qui apporte beaucoup de contraintes. Mais effectivement, on l'a vu dans certaines conceptions où on voulait innocemment présenter une liste de médicaments à présenter à l'utilisateur. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas possibles, par exemple. Donc, c'est intéressant d'avoir ça parce que si on fait toute la conception, c'est un cycle qui peut être assez long et des utilisateurs ont fait des tests et au final, on se rend compte, non, on ne peut pas présenter une liste de médicaments, il faut que vous écriviez le médicament par vous-même et on ne peut pas vous donner la posologie directement de tel médicament parce qu'on ne peut pas. Du coup, c'est des UX et R qu'il faut revoir. Donc ça, il faut bien connaître le domaine juridique pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut former les équipes à la pharmacovigilance. Bon, ça paraît dur de le dire, mais c'est quand même important. Si jamais les effets secondaires peuvent être relevés à un moment, traqués, donc remonter un commentaire public des utilisateurs, il est important de pouvoir être capable de le remonter. Il y a des validations. Aux USA, il y a la PRC qui est la validation des contenus. Donc ça, c'est à tenir compte dans les plannings aussi, les déroulements de projet, les processus de validation. Ça peut être des freins au niveau du projet, des lancements de projet, de revoir l'ensemble des écrans. Et puis, au niveau de l'architecture et du choix des outils pour le faire aussi, vous allez dire, un outil de chat, il en existe plein.
Oui, il en existe plein. Maintenant, il faut un chat qui soit intégrable dans une application mobile sur iOS et Android, dans une application qui est compagnon bien-être. Donc, il faut que ça soit assez charté, assez beau en termes de rendu. Donc, il faut que je puisse le personnaliser. Et en plus, il faut que ça respecte l'hébergement de données de santé, donc la contrainte HDS, notamment en France. Et là, là-dessus, nous, on n'a trouvé aucun outil en 2017 qui permette de le faire. Donc, on a dû carrément développer un chat nous-mêmes pour permettre le truc. Donc, voilà, c'est des données quand même, ça peut avoir des conséquences assez loin. On peut se dire, un chat, c'est facile à développer, c'est simple. Finalement, non, avec toutes les contraintes à la fois d'hébergement et puis de mettre ça dans du mobile, ça peut devenir des choses qui sont assez complexes. Voilà. Et je crois que le point suivant touche sur l'internationalisation, qui est aussi un point sur lequel il faut bien anticiper des choses. Oui, et après, c'est vrai que ça paraît, finalement, on pourrait se poser la question parce que les maladies, elles n'ont pas de frontières. Hein, du coup, une sclérose en plaques, c'est la même chose, du coup, en tout cas biologiquement, on va dire, d'un pays à l'autre, hein, pour un Français, pour un Allemand, pour un Chinois. Mais par contre, en fait, il y a tout un tas de spécificités par pays qui viennent, du coup, à la fois des organisations et des institutions et des systèmes, on va dire, de santé qui ont leurs spécificités. Puis il y a aussi des spécificités culturelles à prendre en compte. Ça, du coup, comment, Alexis, vous l'avez géré, du coup, avec Léo? Effectivement, nous, on a eu une approche de construire un premier pays qui était la France, avec une petite idée du marché, de ce qui allait arriver sur le marché américain derrière et des contraintes. Parce que l'équipe qui a fait ça n'était pas son premier coup d'essai. On a déjà fait des applications, alors pas à destination des patients, mais à destination de professionnels de santé, donc de médecins, développés sur plusieurs pays. Donc on avait déjà une bonne idée de ce que c'était qu'un déploiement, on appelle ça un rollout, sur plusieurs pays, et notamment de l'intérêt d'aller impliquer les pays cibles, alors sans leur demander de participer à l'entière co-conception, parce que ça devient trop complexe, et ça finit par faire des projets qui n'aboutissent pas, mais par contre en les tenant informés, en leur disant voilà ce qui est en train de se préparer, de proposer quand même de donner leur avis, et surtout de les maintenir informés tout au long du processus de développement. Et quand finalement on a développé pour un pays et qu'on veut développer ensuite un deuxième pays, la première étape, c'est on appelle ça l'onboarder ou l'assessment, c'est de dire on va vous présenter l'app et on va étudier ensemble tout ce qui ne rentre pas avec votre pays. Et donc ça peut être des contraintes légales, ça peut être le bandeau d'acceptation des cookies, ça peut être le formulaire d'inscription qui va nous nécessiter dans certains pays des champs additionnels, ou alors un processus particulier. On doit envoyer par exemple un courrier papier chez le patient. Donc voilà, ça peut être des trucs qui peuvent être très particuliers au pays, et ça c'est important d'en faire la collecte dès le début parce que sinon on risque de se faire coincer. Et puis pour garder quand même un code cohérent derrière et peut-être se retrouver avec des clones d'applications à maintenir et se retrouver l'enfer, prévoir dès le début dans le système de l'architecture du code un système de features, de fonctionnalités activables, débrayables, activables, désactivables. Et dire, le formulaire d'inscription pour le Japon, il est comme ça, le formulaire d'inscription pour la France, il est comme ça, et pour les USA, ça passe de telle autre façon. Donc là, je parle de l'inscription, mais ça peut être à d'autres niveaux. Et donc, ce système de features permet de dire, pour un pays donné, j'ai telle représentation de la donnée ou j'ai telle fonctionnalité qui a un comportement différent. Et une fois qu'on a ça, on se dit finalement, au sein d'un même pays, on est capable de proposer des variations d'interface. Donc, de dire, ma vue prise de médicaments, je vais la présenter comme ça pour une partie des utilisateurs et une autre partie des utilisateurs, je vais la présenter d'une autre façon. Ce qui va permettre de faire des variations de produits et du coup, de mieux s'intégrer dans la culture, de mieux comprendre dans tel pays qu'est-ce qui marche comme variation, parce que là, on peut avoir des variations culturelles et finalement s'adapter à ça par le biais de ces mécanismes-là qu'on appelle le A/B testing dans le jargon du digital. Les autres points à prendre en compte sur l'internationalisation, c'est la traduction. Donc, s'assurer que l'application est bien traductible, d'avoir des back-office de traduction, d'avoir également tout un workflow de validation. Une fois que l'app est entièrement traduite, de tout repasser en détail, parce que parfois, quand on traduit mot à mot, au final, sur l'application, on retrouve quelque chose de complètement incohérent. Et ça, il faut savoir l'anticiper dans le planning, parce que c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Et je ne parle pas de toute l'ingénierie pour pouvoir déployer dans plusieurs pays, qui pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Le temps tourne, on va essayer d'accélérer un petit peu. On passe sur le point 9 qui est comment faire de la gamification. Est-ce que c'est utile pour l'adoption d'une application? Eh bien, je te dirais, ça dépend du problème.
en fait, c'est que la gamification, c'est toujours une tentation, mais du coup, comme l'incarnation, mais du coup, ça ne doit pas être gratuit. Ça doit bien servir quelque chose, ça doit servir un objectif. Donc, dans eBoot, pour parler, on va dire directement du cas qu'on connaît bien, c'est que nous, on a une incarnation, donc on a un avatar qui est la petite chouette qui vient, on va dire, figurer l'application, qui est une incarnation. En fait, elle occupe une fonction précise. Elle occupe une fonction précise parce qu'on s'était rendu compte que les rhumatismes inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, ce sont des maladies qui entraînent souvent des incapacités, des handicaps, des problèmes qui sont invisibles. Alors invisibles parce que souvent, on va dire aujourd'hui, quand c'est bien traité, les seuls symptômes qui peuvent rester, c'est de la douleur, qui ne sont pas forcément visibles, de la fatigue, beaucoup, qui est également, on va dire, assez peu visible, surtout qui laisse finalement, qui génère beaucoup d'incompréhension, et notamment auprès de l'entourage, hein, auprès du milieu professionnel, on va dire, des personnes qui sont atteintes de ces maladies. Je crois, Alexis, dans la sclérose en plaques, il y a à peu près aussi les mêmes types de problèmes liés à la fatigue. Et donc, du coup, quand vous avez comme ça des handicaps qui sont invisibles et qui sont assez peu partagés, finalement, c'est très difficile de trouver de l'empathie chez les autres, du coup, qui ne comprennent pas, et ça vous oblige, du coup, à vous justifier, à expliciter. Et les personnes, en fait, se retrouvent très seules. En fait, ce qui caractérise, c'est un grand sentiment de solitude face à ça, le sentiment d'être incompris. Et donc, du coup, l'incarnation dans eBoot, elle avait l'objectif de pouvoir avoir un petit être, en tout cas une présence empathique, un objet transférentiel qui s'adressait directement au patient, qui est empathique et qui vient, entre guillemets, du coup, démontrer un niveau de compréhension, en tout cas un niveau d'empathie pour la personne. Donc, en fait, on a quelque chose là, en fait, qui sert, entre guillemets, et qui sert aussi, du coup, la relation ou l'interaction que la personne va avoir avec l'application. Ouais, effectivement, sur Cléo, c'est la même chose. Et puis, vraiment valoriser l'usage de l'application, le fait d'être là, quoi, tout simplement d'être là et d'avoir une démarche vis-à-vis de l'application qui permet aussi de découvrir l'application. Parce que Cléo est une application dans laquelle il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup d'écrans. Et la gamification, elle permet de dire, bon, bah, c'est bien, tu as découvert tel univers. Telle autre semaine, je vais te présenter tel autre univers. Parce qu'il y a une prise en main, c'est de l'accompagnement en changement presque. Hein, c'est-à-dire, je vais te prendre par la main pour te montrer toutes les fonctionnalités, tout ce que tu vas pouvoir faire avec l'application. Et puis derrière, on va analyser ça. Et puis ce qui sert, on va le garder. Ce qui ne sert pas, on va le retirer, tout simplement. Oui, puis tu le disais, en fait, dans la gamification, ce qui peut être intéressant, c'est de reconnaître, c'est que le badge, en quelque sorte, c'est la reconnaissance d'un statut. Et donc, en gros, ça sert à récompenser, à reconnaître l'apprentissage ou l'accomplissement de quelque chose. Et donc, l'apprentissage, de reconnaître un apprentissage, reconnaître l'acquisition de compétences, reconnaître des savoir-faire. Et donc, c'est intéressant dans ce sens-là, quand il y a justement quelque chose à reconnaître ou quand il y a quelque chose justement à récompenser. Et c'est là, en quelque sorte, que ça peut être intéressant justement d'utiliser des artifices de gamification quand ça permet justement de figurer, de reconnaître l'accomplissement de quelque chose et l'acquisition de compétences, ce qui peut être le cas, on va dire, dans le cas de personnes justement atteintes de maladies chroniques qui nécessairement en fait deviennent de plus en plus détentrices d'un savoir et de savoir-faire sur leur maladie et sur leur traitement. Et ça, dernier point, en quelque sorte, c'est en quelque sorte une série de transition du coup quasiment sur la satisfaction, en se posant la question, mais du coup, en fait, qu'est-ce qui fait que du coup, on va dire la satisfaction de l'utilisateur, en fait, c'est que tout n'est pas, c'est que c'est un enjeu clé, et notamment pour arriver à booster la notoriété de l'app et arriver à acquérir nos utilisateurs, c'est que on se rend bien compte, c'est pas une fois qu'on a produit l'application, mais en fait, en quelque sorte, c'est que le début des problèmes, parce qu'en fait, effectivement, il faut arriver à pouvoir constituer une communauté d'utilisateurs et puis faire grandir l'usage. Et donc là, nous sur eBoot, on avait en quelque sorte, et c'est là en fait d'arriver à fédérer d'emblée en quelque sorte une communauté, comme tu le soulignais au début du webinaire, Alexis, fédérer l'ensemble de la communauté dans le projet avec à la fois les soignants, les patients, c'est extrêmement important. Et donc nous, de pouvoir s'appuyer sur les associations de patients, l'association entre les médecins, c'était en quelque sorte on va dire un asset et une ressource absolument inestimable pour pouvoir promouvoir l'application auprès des patients. Mais c'est pas le seul point. Oui, effectivement. Et la mesure de satisfaction, c'est quelque chose de très important parce que finalement, si on fait rien, naturellement, on va avoir des utilisateurs qui vont être satisfaits, mais on ne le saura pas. On ne le saura pas parce que les gens viennent se plaindre. Quand on organise des événements dans des associations de patients de sclérose en plaques, alors là, c'est
des retours ultra positifs, des gens merci, j'utilise l'application au quotidien, c'est génial. Donc on a des très très bons retours terrain. Et puis quand on regarde sur les stores, on peut sur les stores, donc sur là où on télécharge les applications, on peut avoir des critiques qui sont assez virulentes. Et qui tombent chaque jour sur les écrans, sur les indicateurs des équipes qui fabriquent le projet au quotidien et qui peut être assez démoralisante. Et on s'est rendu compte finalement qu'en allant chercher auprès des utilisateurs finalement du feedback, notamment avec le NPS, qui est un score de satisfaction d'utilisation d'app, qui est une échelle sur les applications mobiles, on remonte sensiblement. En fait, on incite les utilisateurs à venir mettre des commentaires sur leur usage qu'ils en font. Et là, les courbes ont naturellement complètement remonté, ce qui donne de la réassurance à l'ensemble du projet, parce qu'un projet sur 3 ans, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être engagé. Et finalement, qui vont redonner de la rassurance. Et ça amorce aussi un cercle vertueux d'utilisation, quoi. Finalement, aujourd'hui, on a 100 000 utilisateurs actifs sur 15 pays, sachant qu'on est sur un panel de sclérose en plaques, donc une population restreinte, heureusement. Et finalement, ça a le double avantage d'aller vraiment chercher la satisfaction de l'utilisateur, à la fois d'encourager les équipes. Je pense que c'est un point qui est essentiel parce que ça permet de les investir et de donner de la qualité au quotidien et du sens à ce qu'ils font. Et également, c'est un cercle vertueux énorme pour l'acquisition de nouveaux patients, les emmener et puis de récolter de la data et de pouvoir améliorer le produit, quoi. Et au final, améliorer le quotidien des patients. Voilà, il est 11h48, on arrive au terme. On a quelques questions. Ouais, on a quelques questions, donc du coup, j'en ai quelques-unes auxquelles on va pouvoir répondre rapidement. Donc, avez-vous des études au sujet des personnes? Il y a quelqu'un qui demande si on a des études au sujet des personnes ayant des troubles cognitifs. Alors, de notre côté, indirectement, puisque du coup, nous, on travaille aussi, on a été amené aussi à travailler, on va dire, auprès de patients atteints de maladies neurologiques. Donc, on travaille, donc en fait, on a pu travailler notamment sur les impacts cognitifs des maladies démyélinisantes comme la sclérose en plaques ou la neuromyélite optique. Donc, c'est pas spécifiquement du coup sur des maladies vraiment qui entraînent plus directement les troubles cognitifs, mais on en a quelques-unes. Après, peut-être une autre question du coup pour toi, Alexis. Du coup, est-ce que vous avez développé des connaissances d'applicatifs dans le domaine de la santé mentale? On n'a pas j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur Alzheimer là. On n'a pas proprement parlé de développer d'applications là-dessus. Mmh. Il y a des projets, il y a des discussions, il y a des études il y a sûrement des trucs que je peux pas dire ici, donc c'est un peu délicat de pouvoir en parler. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on sent qui est assez chaud et qui reprend tout ce qu'on vient de dire en fait, tout simplement. Sur la sclérose en plaques, quand même, il y a un handicap niveau cognitif, niveau physique qui est certain. On n'a pas la même dextérité et on n'a pas, selon les stades et de la maladie, on n'a pas les mêmes facultés. Et du coup, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les trackers d'activité physique, on peut aussi envisager, je pense qu'on fera très prochainement un webinaire là, autour de ça, justement, sur les nouvelles opportunités du mobile pour pouvoir traquer des informations utilisateurs. Vous avez dû voir, il existe des choses qui permettent, avec des vidéos, de traquer l'émotion sur un visage, de savoir si la personne a l'air plutôt bien, plutôt mal pas bien, en regardant tel contenu. De pouvoir lui faire des exercices, de voir comment elle se comporte, de comment la stabilité du téléphone autour de ça. Et donc ça, c'est des choses qui, je pense, sur une pathologie type Alzheimer, pourraient être ultra intéressantes à étudier, quoi. On va prendre une toute dernière question parce que du coup, on nous pousse vers la sortie. Du coup, on a une question qui nous dit, on parle de langage commun entre patients et médecins, mais faut-il quand même aller sur des échelles validées pour capter les datas? Et comment le médecin s'en sert-il en pratique dans la relation avec son patient? Alors, dans eBoot, on avait, nous, du coup, dans le suivi, on était parti d'une échelle d'évaluation qu'on avait un peu customisée de manière à faire plus correspondre dans un langage plus accessible pour les patients. Donc, ce n'était pas une échelle validée en tant que telle. Donc, on n'est pas forcément obligé, on va dire, d'utiliser des scores validés. C'est vrai qu'après, les scores validés, c'est surtout utile si on veut faire de la recherche clinique avec derrière. Mais après, si on veut rendre service du coup aux personnes, du coup, on n'a pas forcément besoin de faire cela. En tout cas, de passer forcément par ce type d'outil.
Là encore, ça renvoie à l'objectif qu'on veut poursuivre derrière. S'il y a des fins de recherche, effectivement, c'est mieux de pouvoir s'appuyer sur des scores validés parce que du coup, derrière, ça peut être plus facilement communicable auprès de la communauté scientifique. Si on est en fait sur un objectif où on s'intéresse surtout au service rendu, c'est aux patients. Finalement, on peut prendre un peu de distance par rapport à ces scores validés. Enfin, du coup, après, c'est bien une question de cas par cas et de ce qu'on veut faire. Sur les 3 qualités essentielles que doivent avoir les apps à destination des patients pour une bonne adhésion, la qualité, c'est extrêmement important. C'est un processus, il faut mettre la qualité au-dessus de tout, quoi, hein. Parce que si on n'a pas une qualité irréprochable, il y a la déception, et puis des apps, il y en a plusieurs, donc on a vite fait d'être supprimé pour une autre app. Et la qualité, ça passe par énormément de choses, quoi. Donc, ça va être la pertinence de l'expérience utilisateur, la qualité de l'intégration, la rapidité, la vélocité, la vitesse à laquelle ça répond, ça réagit, la place que ça prend sur le système. Si vous avez une app qui prend 100 mégas, 200 mégas, ce sera la première qui sera désinstallée. Et après, je pense que l'expérience utilisateur et le fait de prendre le patient comme de rendre commun finalement la pathologie, et ça a été le pari de Cléo, hein, de mettre énormément de moyens pour dire j'ai une app de coaching comme si je faisais du coaching physique. On est sur le même niveau de qualité que des apps type Asana, machin, où je paye 10 € par mois pour faire du yoga, sauf que là, on est sur quelque chose de gratuit, où on a des exercices qui sont proposés, qui sont tournés en studio, qui sont de super bonne qualité, complètement gratuits, et dans lesquels on se dit, je suis quelqu'un comme les autres, quoi, finalement, et j'ai un compagnon qui m'aide aujourd'hui parce que j'ai cette singularité, cette pathologie-là. Et donc, je pense que ça, prendre les utilisateurs de très près comme ça, avec tout ce respect-là, et avec une app de très grande qualité, c'est un gros facteur clé de succès. En tout cas, c'est ce vers quoi j'ai l'impression que le marché va tendre. Et donc, si on doit déployer une app aujourd'hui comme ça, il faut savoir comme ça. Parce qu'après, les apps médicales, il y en a plein. Enfin, médicales. C'est pas un dispositif médical, hein, pour répondre aux questions. C'est un compagnon. Mais des apps qui touchent à ces sujets, souvent, on trouvait des univers qui étaient un petit peu froids, qui n'étaient pas très aboutis au niveau UX. Et c'est, à mon avis, des grosses qualités. Pour ajouter à ce que tu dis, Alexis, effectivement, tu parles de la qualité, mais avant tout, surtout sur la question de l'adhésion, on va dire, des patients. Donc, l'adhésion, ce qui va faire qu'un patient va comprendre l'intérêt de l'utiliser et l'utiliser réellement, c'est avant tout de répondre aux besoins réels. Et donc là, on réinsiste à nouveau, c'est bien de comprendre initialement quel est le besoin réel et pas le besoin supposé, le besoin réel du patient, de pouvoir s'inscrire dans les situations de la vie quotidienne et de pas rappeler la maladie sans arrêt. Je pense que ça, c'est vraiment les conditions pour que ce soit un outil qui soit compagnon, utilisé et qui soit vraiment utile au patient. Et du coup, là, d'où l'intérêt, on va dire, de pouvoir bien travailler à la compréhension de ce besoin initialement. Sur la question, là, y a-t-il des besoins d'adapter les interfaces en fonction des handicaps, proposer des modes visuels différents, un usage avec assistant vocal ou autre? C'est une super question. C'est des trucs que j'avais entendu parler de ça dans les phases des conceptions, notamment sur les assistants vocaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau visuel, les interfaces sont testées et qu'on s'assure d'avoir des boutons qui soient… c'est l'accessibilité, finalement, hein. S'assurer que tout soit complètement accessible. Et ça, c'est absolument, oui, essentiel d'adapter ça. Alors, une autre question, du coup, on a une question, c'est est-ce que votre application est considérée comme dispositif médical? Alors, eBoot, non. eBoot n'est pas un dispositif médical, c'est quelque chose, justement, c'est poser la question de savoir si on allait là, et en fait, on s'est rendu compte que pour répondre, on va dire, justement aux besoins qu'on avait identifiés et à ce qu'on voulait faire, on a besoin de faire un dispositif médical. Et donc, en fait, c'est un outil d'information, surtout assez frugal, et pas nécessairement aller dans quelque chose de très, très compliqué. Donc, il n'y a pas forcément besoin non plus de faire des choses qui sont extrêmement sophistiquées, extrêmement compliquées pour rendre service et construire une application compagnon de qualité. Je vois que le temps tourne, donc du coup, j'ai mis la dernière slide avec nos contacts, Guillaume. Vous pouvez nous contacter. Tout à fait, tu as bien fait. Donc, vraiment sur la partie amont, recherche utilisateur, c'est Guillaume qu'il faut contacter. Sur la partie réalisation, c'est plutôt moi. Mais en fait, vous pouvez nous contacter tous les deux. C'est peut-être la meilleure des choses à faire. Si vous voulez approfondir des points, voilà, on sera vraiment à disposition pour compléter les réponses. Là, je vois qu'il y a des questions, combien coûte une application comme eBoot, tout ça. C'est peut-être des choses
on peut vous répondre derrière. Écrivez-nous, envoyez-nous un email ou appelez-nous directement. Donc, on n'a pas forcément l'autorisation de nos commanditaires pour pouvoir donner ce genre d'informations là maintenant tout de suite, mais du coup, s'il y a des choses dont on peut parler, de manière plus directe en face à face. Voilà, je crois qu'il y a un vote à la fin. N'hésitez pas à voter. Vos commentaires, tout ça sont les bienvenus. On veut savoir si ça vous a plu, si c'était long, si c'était intéressant, si c'était trop exhaustif, pas assez précis. N'hésitez pas. On sera sûrement amené à rejoindre ce webinaire en fonction de ces retours. Et on a 2 webinaires qui arrivent là prochainement. Oui, on a un webinaire. Vas-y, commence Alexis. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Alors, c'est Covid-19. Nous, on a eu à travailler sur le Covid-19. Là, on vous fera un retour d'expérience avec Bouygues, donc qui devait assurer la sécurité dans le contexte Covid-19. On fera un retour d'expérience là-dessus. On a également accompagné quelques industries dans ce domaine-là. Et toi, Guillaume? Eh bien, on a un autre aussi webinaire qui va s'organiser fin janvier, si on revient dessus, du coup, qui va parler de médecins hospitaliers ou la condition de médecin hospitalier, super-héros recherche, super-pouvoir. Et donc, on espère vite vous y voir, parce que du coup, on va y présenter un certain nombre d'enseignements sur la condition de médecin hospitalier qui sont issus de l'ensemble de nos études depuis maintenant un certain nombre d'années. Soyez nombreux. Voilà, et ben, je crois que c'est fini pour nous. Après, ça va couper. Ouais. Si ce n'est pas déjà coupé. Donc, immense merci à vous d'être venus si nombreux.